Sur les épaules des géants, épisode 4, en conversation avec Dr Bamouni, conversation basée sur son livre qui s'intitule La réalité dévoilée des causes de l'échec économique des pays africains, livre disponible sur Amazon en version imprimée et version virtuelle. Dans le troisième épisode, Dr Bamouni nous a expliqué ce qu'il faut faire pour que l'Afrique noire connaisse d'heureuses mutations et se développe enfin comme les pays de l'Asie du Sud. Et nous avons noté des moments exceptionnellement touchants que nous voulons partager avec vous, en commençant d'abord par la citation de Nelson Mandela. Dr Bamouni nous a rappelé cette citation du célèbre africain Nelson Mandela qui dit ceci: l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Donc, pour sortir l'Afrique de son sous-développement, il faut créer des pôles d'excellence en termes d'éducation. Il a aussi dit quelque chose qui était triste. Il a dit ceci: malheureusement, dans les pays africains subsahariens, le système éducatif francophone, les systèmes éducatifs francophones sont dans un état de désastre avancé. Et il a aussi dit ceci: tout se passe comme si les dirigeants de ces états fragiles faisaient tout pour plonger leur jeunesse dans les ténèbres de l'esprit et des lumières de l'intelligence rationnelle. Il a dit encore ceci: tout se passe comme si on refuse de créer des conditions optimales à tous les niveaux des cursus scolaires, primaires, secondaires, universitaires, pour permettre à la jeunesse d'éblouir le monde par son intelligence propre. Au contraire, dans beaucoup de pays de l'Afrique noire, on se contente de former la jeunesse au rabais. J'ai trouvé ça très touchant. Il a aussi dit ceci que je voudrais partager avec vous. Il a dit ceci: nous autres Africains contemporains devons construire ensemble un monde de demain meilleur que celui produit par l'agressivité des Européens conquérants. Notre vision du monde doit changer dans la perspective d'un humanisme au double sens du terme, à la fois philosophique, fondé sur l'amitié et le respect de tout être humain, et jésuiste, selon l'enseignement de Jésus, a-t-il dit, qui est différent du christianisme, c'est-à-dire édifier l'être humain sur la fraternité universelle du genre humain. Il a aussi dit ceci, que je voudrais partager avec vous. Bâtissons ensemble un espace en Afrique noire, un espace inaugurant une nouvelle vision du genre humain qui n'est plus fondée sur l'agressivité ni la négativité. Très joli. Il a aussi dit ceci que je voudrais partager avec vous. Le peuple africain aime mieux les étrangers, quels qu'ils soient. Mais désormais, l'Africain doit exiger que l'amour qu'il donne soit retourné, ou alors, au moins, que cet amour soit restitué en respect. En tout cas, surtout en Afrique. Ceci nous amène donc à la question 4 pour la conversation d'aujourd'hui. Dr Bamouni, comment voyez-vous l'avenir de l'Afrique noire dans l'espace de la mondialisation en cours? Merci. Eh bien, Madame Taki, je vais répondre à cette ultime question suivant 2 points essentiels. Et le premier point, c'est qu'il faut dépasser pour changer la nature des choses de manière essentielle
la question des mentalités culturelles, condition du progrès. Première approche du problème. Deuxième approche, les changements nécessaires au progrès et au développement de l'Afrique noire. Qu'est-ce que nous devons faire concrètement? Après le changement, qu'est-ce qu'il faut d'autre pour aller plus loin? De manière générale, je n'ai cessé de le dire, les cultures des peuples noirs sont fondées sur le bel accueil de l'étranger, quel qu'il soit. Inversement à cette attitude généreuse et bonne. Par rapport à cet état d'esprit qui leur a coûté bien de misère au cours de leur histoire, c'est partout l'hostilité des autres humains, les autres humains, envers leur personne, jugée de manière injuste, et même par rapport à leur culture. Autant les Africains aiment les étrangers, autant les étrangers n'ont jamais porté une attention, on va dire, un tant soit peu, avenante, une attention avenante par rapport aux Africains, que ce soit chez eux ou à l'étranger. Ça, c'est absolument insupportable. Et c'est le seul peuple au monde qui connaît une telle situation. C'est vrai que les Africains, à l'inverse de cette attitude généreuse par rapport à l'étranger, cet amour de l'autre, l'étranger, a généré un sentiment d'hostilité terrifiant à l'égard de leurs frères, de leurs semblables, par la couleur de la peau. Ce sentiment d'hostilité réciproque se fonde, il y a une raison à ça que je vais expliquer, se fonde sur la croyance que le frère a autant de moyens occultes que moi de nuire à ma vie s'il le veut. Ce n'est pas le cas de l'étranger qui ignore qui je suis réellement, au-delà de ce que je lui laisse paraître de ma personne. Il m'ignore, il ne me connaît pas, il ne me connaîtra jamais. En revanche, le frère me connaît mieux et il a autant de moyens que moi de le détruire. C'est pourquoi jamais les peuples noirs n'ont chassé de manière globale des étrangers originaires d'autres continents, quand bien même ils se comportent chez eux comme des maîtres, on va dire des dominateurs, qui manifestent au grand jour ce qu'on appelle le racisme, tel que les Orientaux, notamment des Libanais en Côte d'Ivoire, que Félix Houphouët-Boigny avait accueilli en masse de bon cœur ou par humanisme pendant la guerre civile du Liban dans les années 75 à 1990. Il en est de même des Chinois de nos jours dans divers pays africains. Ils ont une attitude absolument insupportable. Pire, les pays africains, par rapport à l'étranger, hors du continent, les pays africains n'hésitent pas à chasser leurs frères africains quand ils rencontrent des difficultés économiques ou politiques. Ce fut le cas de la Côte d'Ivoire dans les années 1958-60, du Nigeria ou encore de l'Afrique du Sud. Je le répète, le frère est donc méprisé et combattu sur tous les plans. Forces obscures, manipulation et crimes politiques, etc., quand il est porteur d'un projet qu'il voudrait réaliser dans l'intérêt de ses frères, de son pays, ou tout simplement pour créer des emplois, donner du travail aux chômeurs. On voit d'un mauvais œil, à travers son projet, la réussite du semblable, du fait de la jalousie tueuse. Donc, on s'emploiera à faire échouer son entreprise, ou au tuer lui-même sans effusion de sang. Ce phénomène, je vais l'expliquer aussi, ce phénomène s'explique par l'usage de forces occultes du cerveau, les forces occultes du cerveau. Le sorcier lui-même parle de son sang qui est le siège d'entités invisibles nocives qui le dominent et l'inclinent à faire le mal, parfois malgré lui. Grâce à l'énergie de ces forces, un sorcier peut pénétrer dans le corps ou l'être tout entier de sa proie pour pratiquer
Une cachexie, c'est un terme scientifique qui explique ce phénomène-là. Il s'agit d'un trouble profond de toutes les fonctions vitales de l'organisme. Sans étiologie physique, le médecin ne trouvera jamais la cause. Il s'accompagne de fatigue générale et entraîne la mort de la personne visée. Tous les peuples de la Terre comptent parmi eux des individus qui possèdent de tels pouvoirs occultes ou énergies négatives du cerveau. Au sujet de la jalousie tueuse et pernicieuse, voire perverse, par rapport à l'entreprise d'autrui, et donc au désir de lui nuire, je m'en tiendrai à un seul exemple. Un Burkinabé vivant en Allemagne avait décidé de prendre sa retraite à Koudougou, sa ville natale. Il ne revenait pas chez lui, les mains vides. Il avait mobilisé de grands moyens financiers et matériels pour construire une ferme laitière afin de pouvoir satisfaire les besoins de la population de cette ville en termes de lait, surtout de lait frais au lieu du lait en poudre ou en boîte de conserve qu'on consomme couramment. Il avait acheté des vaches laitières et pu commencer à faire fonctionner son entreprise. Un jour, s'étant absenté pour s'occuper de son troupeau à la lisière de la ville, les individus veillants, haineux et jaloux du succès de son affaire, y mirent le feu. Oh là là. Quand il comprit qu'il s'agissait d'un acte délibéré, il retourna précipitamment en Allemagne, sans avoir pu vendre son bétail ni son fonds de commerce puisque tout avait été consumé par le feu. Il n'est jamais revenu chez lui. Fait comme celui-là, j'en connais un grand nombre à travers les pays de l'Afrique de l'Ouest, que j'ai parcouru dans tous les sens. Malgré ces données odieuses, on entend des chefs d'État souhaiter que leurs concitoyens de la diaspora rentrent chez eux pour investir, sans prendre des précautions pour protéger et leurs biens et surtout leur vie. Sans ces précautions, ce serait les envoyer à l'abattoir sur l'autel du monde des rebos, le monde des ténèbres. Donc, il faut absolument, par-delà le sentiment familial, l'attachement à la communauté, au clan, à la tribu, que les Africains s'efforcent de modifier leur perception vis-à-vis de leurs semblables, en les accueillant de bon cœur, comme ils savent accueillir l'étranger. Se changer en changeant de monde et le monde, c'est-à-dire les réalités humaines locales, sous l'angle de la pensée objective, est la condition nécessaire pour amorcer ensemble le développement économique et le progrès dans tous les domaines des activités humaines. Sans cette nécessaire mutation des mentalités, toutes les transformations qu'on pourrait entreprendre ne serviraient à rien sur place. Ce serait toujours le retour récurrent de l'entropie dont les mentalités sont pétries. La preuve, le passage et la bonne gestion de Mathieu Kérékou à la tête du Bénin, les réformes saines en termes économiques et sociaux des capitaines Jerry Rawlings, Ghana, et de Thomas Sankara au Burkina Faso n'ont pas été suivis d'effets durables. Le désordre, la corruption et la mauvaise gestion des affaires de l'État ont repris de plus belle par leurs successeurs après leur passage. Ainsi, il est manifeste que, d'ordinaire, les peuples africains sont prêts à dérouler le tapis rouge pour accueillir l'étranger, surtout s'il a la peau claire, même si celui-ci vient pour les exploiter, pour s'accaparer leurs richesses à leur détriment. En fait, tout se passe comme si les peuples africains, sous cet angle, consentent eux-mêmes à être exploités, humiliés, à être soumis à la rudesse de l'autre, à son mépris, à sa domination. Qui peut
avec raison, et en fonction de l'histoire des peuples noirs, oser contester un tel état de fait permanent? Qui peut le contester? Je le répète, jamais aucun autre peuple de la Terre n'a autant souffert que les Noirs au cours de l'histoire moderne de l'Homo sapiens. Les Juifs, qui ont connu une infortune semblable à celle des peuples noirs, comme je l'ai montré dans mon livre, ont réussi à mettre un terme à leurs souffrances millénaires, surtout en Israël, leur pays. Pour ce qui est des Noirs, tout le monde tâche d'empêcher qu'ils s'unissent réellement, craignant qu'une telle unité ne bouleverse la donne dans le monde. Par le pacte colonial ou encore par la France-Afrique dans la zone francophone. Mais il n'y a pas que ceci. On ne cesse de les polluer. Les prix de leurs matières premières sont fixés à leur insu, car les élites politiques et économiques elles-mêmes sont infoutues de créer des industries de transformation pour générer une value de leurs matières premières. Il en est de même des produits agricoles d'exportation comme le café, le cacao, l'EVA. On en parle depuis les fameuses indépendances, mais rien ne se réalise concrètement. C'est le cas du projet de transformation des produits bruts du café et du cacao sur place, dont parlent de longue date les Côte d'Ivoire et du Ghana. Attendent-elles la fin du monde pour s'activer et réaliser effectivement de tels projets de transformation des matières premières, entre autres? Je me le demande. Enfin, il convient d'envisager autrement l'assistance matérielle et financière que les actifs apportent aux proches, en dehors des parents en cas de dénuement. Les parents, nous avons le devoir de les assister jusqu'à la fin de leur vie sur cette terre. Tout à fait. En revanche, cette aide ne doit pas constituer un investissement à perte, ni continuer à créer des parasites dans la société. Au contraire, j'en sais quelque chose dans ma région à Aboisseau, au contraire, elles incitaient les individus à devenir matériellement autonomes, c'est-à-dire à se suffire matériellement à eux-mêmes par leurs propres efforts, leurs investissements dans le travail personnel. Il y avait alors de la place pour chacun et pour tous quant à la création de parcelles à mettre en valeur. Les particuliers avaient ainsi la possibilité de participer librement aux dépenses communes. Donc, de nos jours, l'assistance financière, matérielle que les actifs apportent aux plus démunis, comme les écoliers, les élèves, les étudiants, etc., doivent être provisoires, jamais définitive. Autrement, cette aide devient nuisible aux uns et aux autres, aux actifs d'abord, qui ne peuvent, par leurs seuls efforts ou moyens financiers, résoudre les problèmes de tous, satisfaire leurs besoins vitaux. Ensuite, aux nécessiteux eux-mêmes, qui, ayant à manger tous les jours à leur faim, en viennent à ne plus penser à travailler pour devenir à leur tour autonomes. Beaucoup de gens sont contraints de le faire dans les villes, mais presque jamais dans les villages, de peur d'être tués par l'effet de la sorcellerie des uns ou des autres, du fait de leur manque supposé de générosité, voire d'assistance à autrui, soit les frères ou sœurs, au sens général du terme, qui seraient dans le besoin, le cas échéant. Deuxième point très important. Je l'ai déjà dit et je vais le répéter encore.
les Noirs sont, de manière générale, réduits à l'impuissance. Il suffit de remarquer comment les pays d'Asie du Sud-Est s'en sortent fort bien. Ils ont acquis leur liberté au prix de longues guerres acharnées, comme le Vietnam, de 1945 à 1975, soit 30 ans d'atrocités. Ils ne craignent aucun pays puissant de la Terre, d'Occident ou d'ailleurs. Ils ne sont aliénés par aucun pacte colonial, à l'instar des pays de l'Afrique noire. Ils sont souverains et libres. Ils brillent dans la maîtrise des données économiques, le développement et les progrès technologiques contemporains. Dès lors, sans perdre leur âme, les peuples bienveillants de l'Afrique noire envers l'étranger peuvent également et doivent nécessairement s'en sortir tout aussi bien que les pays de l'Asie, comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et bientôt le Vietnam, à la seule condition que les enfants de l'Afrique noire, les Africains, disent non, eux aussi, à toute forme de domination, d'humiliation, de soumission aux puissances étrangères, quelles qu'elles soient. Avec celles-ci, on doit désormais instituer, avec ces puissances ou les peuples étrangers, donc avec une sorte d'alliance avec les pays étrangers, on doit désormais instituer ou négocier une nouvelle forme d'échange fondée sur l'égalité des partenaires, soit un partenariat équilibré. À cet effet, on peut compter sur les générations de demain pour changer fondamentalement et durablement la nature des choses dans chaque pays, chaque communauté, chaque clan, chaque tribu. Car l'organisation de la population israélienne ou juive en général en tribus n'a pas empêché le peuple d'Israël de triompher dans le monde, à condition d'obtenir une mutation essentielle des mentalités de la majorité des peuples noirs contemporains, à défaut de l'obtenir. Il faut miser sur une éducation d'excellence et performante, comme en Chine, en vue de faire en sorte que la lumière, c'est-à-dire la figure essentielle de l'intelligence des générations africaines de demain, soit enfin effectivement possible et qu'elle puisse briller dans le monde comme tous les autres peuples. Et les individualités africaines l'ont prouvé. Sans cette transformation heureuse et fondamentale, le statu quo de pays sous-développés qui caractérise les pays de l'Afrique noire, parce que leurs présidents dilapident constamment leurs richesses produites en endettant leur peuple par leur gourmandise égoïste à leur insu. Pire, au lieu de dépenser cet argent public volé dans les caisses de l'État dont les peuples pourraient tirer profit de quelques miettes, je dis bien de quelques miettes, ils préfèrent acheter des châteaux en France pour eux seuls et leur famille, comme ce pitre fameux Jean Bédel Bokassa, soi-disant empereur de Centrafrique, qu'on a vite fait d'oublier aujourd'hui. Et ses semblables contemporains, semblables de Jean Bédel Bokassa, ses semblables contemporains subiraient le même sort tôt ou tard. Les pays africains risquent donc de connaître la désagrégation de toutes les structures tôt ou tard. Les pays africains risquent donc de régresser par la progression des forces terroristes de Daesh, figure du danger imminent de la zone sahélienne, sans la présence
des armées françaises. Présence que certains désapprouvent sans pouvoir les remplacer dignement pour défendre eux-mêmes et par eux-mêmes les intérêts en danger de leurs pays respectifs. On est en droit de se demander ce que font cette pléthore de militaires de chaque pays pour que les chefs d'État et leurs armées mexicaines se laissent humilier tous les jours par une poignée de terroristes. Même un immense pays comme le Nigeria et cette pléthore de militaires est souvent humilié par ces groupes terroristes au nord du pays. Ce ne sont pas les militaires qui sont victimes de ces attaques fréquentes, mais hélas, la société civile, dont les femmes et les enfants. Hélas encore, les chefs des États de l'Afrique de l'Ouest ne sont pas encore tout à fait conscients de ce danger qui pourrait provoquer l'émergence d'un état de nature dans cette zone qui balayerait ces chefs d'État eux-mêmes sans hésiter un instant. À la place, les terroristes construiraient des petits califats dont ils deviendraient les chefs pour le pire quant au sort des peuples de l'Afrique noire. La désorganisation de l'État somalien par des groupes terroristes qu'on appelle les Chebab, pays devenu aujourd'hui ingouvernable, est un exemple manifeste pour les chefs d'État de l'Afrique subsaharienne. Aucune réconciliation ne doit être envisagée avec ces groupes terroristes qui recherchent le pouvoir, rien que le pouvoir. La religion n'étant qu'un prétexte, car aucun Dieu n'a jamais dit à qui que ce soit de tuer les autres êtres humains pour la seule raison qu'ils sont différents ou qu'ils ont une religion différente. Il est possible d'éviter un tel scénario catastrophique, car il faut conserver les États tels qu'ils sont reconnus par l'ONU pour envisager le changement profond de ce continent que nous désirons tous de tout cœur et avec force. C'est en ce sens que les pays de l'Afrique noire peuvent, eux aussi, avoir leur place au soleil des économies dynamiques sur la scène du monde, à la seule condition de se débarrasser de leurs scories, de leurs failles et de leurs faiblesses. Il importe qu'adviennent de nouvelles élites politiques et économiques patriotes et courageuses, comme Thomas Sankara, aimant leur peuple pour changer la physionomie des choses. Avec elles, j'entends les élites africaines de demain. Ce serait alors la possibilité de la naissance d'une nouvelle vision du monde, d'une gestion rationnelle des biens publics de leur État, en vue du développement et du progrès de leur peuple. Elles, j'entends les élites africaines de demain, elles n'auraient pas besoin d'aller loin, bien loin, pour trouver tout ce qui est nécessaire à une économie novatrice et dynamique et prospère dans l'intérêt des peuples. Car tout se trouve déjà sous leurs pieds. Il suffit de creuser le sol. À cet effet, elles peuvent se fonder sur l'exemple de l'empereur, c'est un exemple que je donne, de l'empereur Mutsu Ito, avec son air Meiji. En quelques mots, disons ce qui s'est passé sous ce gouvernement éclairé. En fait, et les Africains doivent s'en inspirer, en fait, devant les menaces régulières des pays occidentaux, dont les États-Unis d'Amérique, celui-ci favorisa l'entrée organisée et volontaire du Japon dans l'ère industrielle. Bien que son pays fût soumis aux pressions étrangères, il s'agissait pour le Japon de se moderniser au plus vite, afin de traiter d'égal à égal
avec les Occidentaux pour éviter de tomber sous leur domination. Mais il faut qu'on le sache. Les Japonais devenus les égaux des Occidentaux n'ont pas pour autant rejeté leur tradition qu'ils continuent de vivre pleinement dans l'espace privé. Il pourrait en être ainsi de ces élites africaines éclairées et libres de demain dont je parle, à savoir signer un nouveau partenariat avec les pays du Nord pour acheter leurs brevets en vue d'un développement endogène. La concurrence féroce et terrible, et même stérile, des produits usinés dans le monde. Le marché n'est pas extensible à l'infini, on le sait. On le sait bien, tout le monde le sait. Ces élites et la nouvelle donne qu'ils institueraient viseraient à atteindre l'autarcie des pays africains dans tous les domaines. En revanche, ils établiraient un usage rationnel et équitable des matières premières nécessaires au fonctionnement des industries du Nord comme une nouvelle modalité d'échange avec le reste du monde. À cet effet, il importe désormais de créer une économie de complémentarité, soit l'échange des biens et des richesses des uns et des autres, comme je le soutiens dans mon livre. J'entends sous cet angle qu'il faut désormais renoncer à l'économie de la concurrence qui est stérile, j'insiste, égoïste et mortifère. Donc, cette économie de complémentarité doit se faire dans l'intérêt des générations futures, auxquelles les humains contemporains ne pensent pas beaucoup. Ainsi, les vagues d'émigration des jeunes Africains ou des adultes avec leurs enfants prendront fin rapidement. Tout autant que les noyades de la Méditerranée, les Africains seront désormais respectés au même titre que les autres peuples de la Terre. L'Europe, le premier partenaire économique de l'Afrique noire et même de toute l'Afrique, et elle le resterait aussi longtemps que possible, doit penser sérieusement à cette solution au lieu de livrer à la vindicte populaire les émigrés. Il ne s'agit pas de livrer les émigrés à la vindicte populaire, mais de les considérer comme des visiteurs ou qui ont choisi de devenir des nationaux. C'est vrai que les immigrés, quels qu'ils soient, sont devenus la thématique démagogique récurrente des campagnes politiques dans toutes les élections, ce qui permet à de petites personnes d'accéder à des places dans des partis politiques pour vivre de l'argent public. Car l'Afrique veut la paix avec le reste des humains, sachant que notre commune terre est un bien indivis et non pas une propriété ou une possession de quelque peuple que ce soit ou de quelques individus égoïstes. Entre autres, les grandes fortunes financières du monde. En France, certains individus doivent leur grande fortune à l'Afrique noire, notamment francophones, les pays francophones, en réussissant à tromper sciemment la naïveté des chefs d'État de cette zone du monde. Pour autant, sans aucune reconnaissance du ventre, ils continuent à manifester leur mépris par rapport aux Noirs en ce pays. Comme on le constate aujourd'hui, la pollution est devenue un mal universel. Nul être humain n'est à l'abri de ses effets morbides et cancérigènes. De même, la santé de notre commune terre, qui nous a fait émerger sur sa surface par l'usage équitable de ses richesses,
est un bien commun pour nous tous, membres du genre humain. Je soutiendrai que les peuples de l'Afrique noire aspirent à une telle philosophie du partage des biens que la terre nous offre gratuitement et que nous gaspillons continuellement par orgueil, vanité et démesure. Car il faut se rendre à l'évidence que nul être humain n'est au-dessus d'un autre quant au destin de chacun de nous, qui doit sortir de la vie par la mort quelques jours prochains. Et nul être humain ne mourra en emportant ses richesses avec lui, dans cet état de mutation biologique. Pour finir sur ce point, celles-ci, ces richesses matérielles et financières, appartiennent à la terre seule, reviendront à la terre seule, même si les vivants en tirent profit ou quelques jouissances éphémères pendant un certain temps. J'en ai fini. Pour ce point, je vais d'abord vous remercier énormément. Vous avez parlé de 3 points sur lesquels l'Afrique devrait axer ses efforts. Vous avez parlé de culture, vous avez parlé de, je dirais plutôt le mot leadership, et puis d'éducation. N'est-ce Oui. pas? OK. L'éducation, ça a été bien clair, mais je ne sais pas si c'était dans la question précédente. Oui, j'en ai abordé un petit peu, mais j'ai élargi la question cette fois-ci. Quel genre d'école nous voulons? Ce ne sont pas ces écoles qu'on trouve dans nos pays aujourd'hui qui ne valent rien. Voilà. J'ai dessiné la physionomie des écoles que nous pourrons, si nous avons les moyens, créer pour fondamentalement toucher les esprits des générations d'aujourd'hui et de demain. Une éducation de qualité et une éducation, on va dire, dans des instituts ou dans des institutions privées qui seraient rigoureusement gérées. Donc, j'ai dessiné la physionomie des prochaines ou des futures écoles qu'il nous faut bâtir pour changer durablement. Très bien. OK, ça a été bien vu. Là, je comprends. Et vous avez aussi parlé de la mentalité des dirigeants qui, par exemple, dirigeants comme Oufoué, qui ont compris l'importance de l'éducation. C'était cette partie ou bien la partie précédente? C'est dans cette partie, mais j'ai simplement résumé en montrant que c'est vrai qu'il a été peut-être en Afrique de l'Ouest dans tous les cas, le seul chef d'État qui a dépensé énormément de milliards pour créer des écoles. Mais malheureusement, donc c'est vrai, je me souviens, je sais qu'il a misé énormément d'argent sur la formation scientifique. Il a fait venir des professeurs de partout, y compris ceux de la coopération. Il leur donnait un salaire consistant, des conditions de vie pour qu'ils donnent, pour qu'en on va dire, en une décennie, ils arrivent à conduire les jeunes Ivoiriens à l'esprit de la science, de l'innovation et de la technologie. Mais évidemment, les écoles qu'il a fait construire à Yamoussoukro ont coûté trop cher avec les surévaluations des coûts, mais il a quand même eu cette idée-là que, comme Mandela l'a dit, les mentalités où l'Afrique de demain ne pourra effectivement devenir comme les autres peuples de la Terre si l'éducation ne les change dans ce sens-là. Il l'a fait, c'est vrai, mais je crois que les Ivoiriens ne l'ont pas suivi. Ils n'ont pas, parce que aussitôt après lui, quand l'homme blanc a quitté la direction de l'école de Yamoussoukro, école polytechnique internationale, la gestion a été tellement catastrophique, c'est tombé dans l'obscurité et même le matériel informatique à l'époque qui était très performant
Houphouët-Boigny n'a pas lésiné sur ce point. Donc, très fermement, aujourd'hui, c'est dans un état de catastrophe incroyable. Ce n'est pas réparé quand ça tombe en panne, si bien que, comme nous avons l'habitude, on touche à quelque chose, au lieu de le faire par orgueil, de le bien gérer par orgueil pour nous-mêmes, on le néglige et de nouveau, l'entropie vient, le désordre vient et porte atteinte à la qualité, comme si nous ne sommes pas capables de nous occuper de nos propres affaires pour que ça marche mieux. Et donc, est-ce que le changement devra venir de là-haut vers le bas? Moi, je pense qu'il faudrait, il ne viendra pas de là-haut vers le bas, pour la simple raison que les habitudes sont tellement ancrées dans l'esprit des gens que je désespère qu'on puisse changer les peuples. Ça ne viendra pas d'en haut parce que les jeunes, les fils des riches, des présidents, sont déjà englués dans leur commodité, leur confort, ils ne veulent d'aucun changement. Il ne viendra pas non plus d'en bas. Il viendra, on va dire, des jeunes gens auxquels nous allons donner une nouvelle forme d'éducation, une nouvelle éthique, une nouvelle vision du monde qui, on va dire progressivement, ceux qui, par exemple, quand mon école sera créée, et puis la pédagogie que je suis en train d'écrire, qui sera enseignée là-bas, donc ceux qui repartiront dans leur pays, ça va être, pourront, par exemple, créer des écoles maternelles ou des écoles primaires avec les mêmes exigences, avec le même souci de faire avancer les choses, et en les préparant au collège, au lycée et à l'université donc de cette école Pédia. Et c'est par eux, nous ne verrons peut-être pas ça, mais par eux, progressivement, ils refuseront de se comporter comme les autres se comportent et ils vont créer, bon, ça mettra peut-être 100 ans, mais ça changera quelque chose forcément. Quand les jeunes Africains les verront faire, les autres jeunes Africains qui n'ont pas été dans cette école, les verront faire, ils vont changer eux aussi. Ils vont changer eux aussi. Donc, misons plutôt sur ce qu'on formera avec un esprit nouveau, une vision du monde nouvelle, dont on peut miser sur eux pour progressivement changer cette Afrique qui a tellement besoin de changement pour devenir probablement le continent le plus riche de demain. Voilà pourquoi on a peur du continent africain, on a peur des Africains, on a peur de leur unité, on a peur de leur intelligence, on étouffe leur intelligence de par le monde, peut-être aux États-Unis, je n'en sais rien, mais je sais que dans la zone francophone, y compris en France, rien n'est fait pour faire émerger, et pourtant des intellectuels en France, africains, sont nombreux, mais personne n'en parle, parce que nous n'avons pas nous-mêmes des journaux de qualité pour mettre en avant la qualité de nos savants, de nos intellectuels, de nos écrivains, de nos scientifiques. Nous n'avons pas. Et en Afrique noire, c'est encore pire. Dans la conversation, vous avez soulevé un point qui m'a fait penser à quelque chose qui sévit ici aux États-Unis. Oui. L'hostilité de l'Africain envers son frère africain. Ici, ça s'appelle self-hate. Dans les régions des Noirs, entre les Noirs, il y a plus de criminalité de Noir envers le Noir que du Noir envers d'autres types de personnes. Donc, est-ce que c'est dans notre nature de nous détester comme ça, tout simplement parce qu'on soupçonne l'autre d'être sorcier, ou alors c'est peut-être un marquage psychologique atavique de la façon dont on a été traité et qu'on a utilisé nous-mêmes nos frères pour nous brimer. Par exemple, quand on attrape, je parle d'ici, par exemple, quand on attrape un noir qui veut s'évader, c'est un autre noir qui va venir le chicoter comme il faut, je sais pas moi, mettre sa peau en lambeaux, lui infliger une douleur telle qu'il ne va pas recommencer. Ce sera un noir qui va le faire. Bon, peut-être que ça s'est passé comme ça aussi en Afrique, où quand
il y a une punition qui doit être infligée à un autre Africain, cette punition, eh bien, elle est délivrée par la main d'un autre Africain. Est-ce que ce ne sont pas des situations qui ont fait qu'on se déteste au point de... Est-ce que c'est vraiment culturel? Est-ce que ce n'est pas plutôt une réaction? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Ça, c'est une très, très, très grande question à laquelle on peut répondre. Mais surtout, c'est vraiment très compliqué parce qu'il y a des facteurs. Bon, on va dire, il y a, comme vous avez dit, un facteur atavique d'un manque de confiance radicale dans le frère ou s'il accède à un statut important, le désir de ne plus le voir occuper cette place. Dans le livre d'Obama que j'ai lu, effectivement, il fait remonter à la surface le fait que les Noirs américains, au départ, n'ont pas voulu suffisamment le soutenir parce qu'il avait une peau claire et qu'il ne pourrait pas les représenter. Et c'est vrai que c'est peut-être là le plus gros problème de l'homme noir et qui expliquerait la raison pour laquelle il aide les autres peuples à le soumettre. Il aide les autres peuples à l'humilier. Donc, ce n'est pas, comment dire, il y a un facteur culturel, il y a un facteur psychologique. Et ce facteur culturel prend racine dans la manière où, dans les milieux noirs, on élève les enfants, non pas dans le sens de la dignité de l'homme noir, de la puissance de l'homme noir, du respect de l'homme noir, mais plutôt dans le mépris, dans pratiquement le rejet du semblable, parce qu'on ne veut pas le voir occuper une place qu'on voudrait occuper, qu'on vise, mais ils ne le feront pas par rapport à une personne qui n'est pas noire. Donc, vous posez là une question qui est réellement le handicap majeur à l'unité des peuples, et c'est pourquoi l'étranger a compris, l'homme blanc l'a compris, les Occidentaux l'ont compris. Ils ont utilisé cette superbe vision du monde qui divise les Noirs entre eux, pour les combattre, pour triompher. Je vous donne un exemple. Au 19e siècle, 1889 à 92, lorsque Béanzin a déclaré la guerre à la France a peu envoyé de Français réellement de la métropole. En revanche, l'État français a utilisé des gens on va dire, du Gabon, du Sénégal et même de Ouida, donc à côté du royaume de Dahomey. Alors, ces militaires noirs sont venus renforcer on va dire, les groupes, le groupe français, plus les armes que l'armée française qui avait plus efficaces. Grâce aux Noirs, l'État français a réussi à vaincre la farouche armée des Amazones de l'État du royaume du Dahomey. Vous voyez donc, c'est incroyable quand on y réfléchit. Et je pense que là aussi, nous n'avons aucun moyen de changer la nature des choses, si ce n'est désormais par l'éducation intellectuelle par laquelle nous allons insister davantage, je l'ai dit, donc avoir un nouveau regard sur nous-mêmes, mieux aimer nos semblables et comprendre que l'ennemi, ce n'est pas forcément le semblable. C'est ça. Celui qui nous veut le bien, du bien, ce n'est pas forcément le semblable. C'est peut-être l'étranger. Et l'étranger a compris que tant qu'il mise sur la capacité des Noirs à se diviser, à s'auto-combattre,
il aura toujours gain de cause sur le noir, où que le noir se trouve dans le monde. Il a toujours ce comportement, parce qu'on le contraint à rester dans une zone de mépris, de rejet. Et alors, là aussi, c'est un fait, à partir du moment où on me rejette, c'est un phénomène psychologique, eh bien, j'aurais tendance à rejeter le plus faible. Par exemple, les études psychologiques et sociologiques aux États-Unis ont montré comment les Noirs qui étaient méprisés dans les milieux du travail avaient aussi une tendance à exercer de la violence par rapport aux femmes, à leurs femmes, et par rapport aux enfants. Et donc, à partir du moment où le noir a été en quelque sorte enfermé dans un univers de mépris, d'humiliation, eh bien, par rapport à ses frères, il veut montrer qu'il est toujours plus fort par rapport à son frère. Il est plus fort, donc il le méprise, donc il peut le tuer sans avoir le moindre regret possible. Voilà le problème. Donc, on est dans une zone de violence, de mépris, d'humiliation qui amène, c'est comme si on enfermait dans une même cour des individus et qui ne s'entendent pas, comme dans les prisons, on leur dit, eh bien, frappez-vous et que le meilleur gagne. Nous sommes dans cet état-là, nous autres, peuples noirs et individus noirs. Ouais, ça va être difficile à remonter, mais je pense, comme on le disait l'autre fois, lorsque je nettoie ma cour et que tu nettoies ta cour, à la fin de la journée, tout le village est propre. Je pense que ça va être un travail individuel parce que on ne peut pas compter sur les dirigeants actuels que nous avons. Et par l'éducation, comme vous l'avez bien souligné, on peut y arriver. Et l'éducation, ça sera une question d'individu. Si nous, en une génération, moi personnellement, je prends mon cas, si en une génération, j'ai pu renverser, peut-être pas renverser, mais peut-être mettre un frein à la pauvreté générationnelle entre mes parents et moi, ça a été grâce à l'éducation et grâce à la vision de dirigeants comme Houphouët-Boigny, comme vous l'avez bien souligné. Donc, l'éducation à titre individuel peut permettre le changement, mais il faut aussi un leadership qui accompagne ce changement-là. Et donc, on revient exactement à ce que vous avez dit. On va donc clore le débat en retournant réviser tout ce que vous avez dit aujourd'hui et puis la dernière fois. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à vous aussi. Que ce projet aille en grandissant et que ce soit un succès et qu'on puisse effectivement laisser des sillons dans ce qu'est l'Afrique d'aujourd'hui et que les changements arrivent. Tout à fait. Des sillons. Des sillons d'espoir. Et nous y arriverons. Et nous y arriverons. Amen. Ouais, non, je crois qu'on est né pour ça. On est né pour apporter quelque chose, même si ce n'est pas à l'échelle de tous les Africains, à tout le moins, un indicateur. Toutes les écoles des États-Unis, au départ, c'était ça. Une élite qui progressivement changeait les choses. Nos élites de demain seront de brillants esprits. Amen. Qui sauveront notre continent. Merci infiniment en vous souhaitant bonne semaine et puis nous restons en contact. Sur les épaules du géant, épisode 4 terminé et en même temps conclut aussi notre semaine de conversation avec Dr Bamouni. À la semaine prochaine pour notre conversation hebdomadaire avec Dr Bamouni. Entre-temps, nous attendons vos questions sur Facebook et aussi sur YouTube. Sur Facebook, sur les épaules du géant. Sur YouTube, sur les épaules du géant. Posez des questions et Dr Bamouni y répondra avec plaisir. À bientôt.